Salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler du choc des civilisations de Samuel Huntington. C'est parti, générique. Alors Baron, je t'invite à prendre la dolo, on remonte le temps, direction les années 90. À cette époque-là, l'URSS connaît de grandes difficultés structurelles. Et Gorbatchev arrive au pouvoir, il décide de mettre en place la glasnost et la perestroïka, qui sont deux réformes politiques un peu fortes. Néanmoins, patatras, 1991, l'URSS se disloque, elle n'existe plus. Les Américains, alors à ce moment-là, ont compris qu'ils ont gagné la bataille idéologique de la guerre froide, le méchant du film est mort, tout le monde est content. Et dans le milieu universitaire américain, en 1992, il y a Francis Fukuyama, un auteur donc libéral des relations internationales, qui écrit La fin de l'histoire. Alors dans son ouvrage, il part de l'idée que les États-Unis ont gagné donc la guerre froide et que par conséquent, la démocratie libérale de marché va devenir un petit peu le modèle par excellence de gouvernement autour de la planète. Parce que c'est le modèle qui a marché. Pour lui, il n'y aura plus d'États totalitaires où ça sera des petits États un petit peu par-ci par-là qui s'appelleront les Rogue Nations et qu'on ira intervenir militairement, leur mettre des petites calbottes derrière la tête, quoi. Mais toujours est-il que l'humanité va vivre dans la paix, à l'unisson autour du modèle démocratique et capitaliste. C'est le pays de Candy, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est l'homélie du père Attali, quoi. Mais patatras, alors que tout le milieu universitaire est d'accord avec lui, un homme va écrire en 1993 Le choc des civilisations. Et c'est Samuel Huntington, donc éminent professeur à Harvard, qui lui va prendre complètement le contre-pied de la thèse de Fukuyama et partir du principe que non, l'humanité ne va pas vivre à l'unisson et qu'au contraire, on va vers des chocs de civilisation. Alors, avant toute chose, avant qu'on analyse donc l'œuvre du choc des civilisations, il faut regarder les différences entre ces deux auteurs. Francis Fukuyama appartient à l'école libérale des relations internationales, c'est-à-dire qu'il part du principe que pour maintenir la paix, le mieux c'est de commercer avec ton voisin, puisque si tu commerces avec ton voisin, tu as un but de t'enrichir, lui aussi, tout le monde est content et vous ne vous faites pas la guerre. Huntington, lui, provient de l'école réaliste, autrement appelée de Morgenthau, c'est-à-dire qu'il croit au fait que les relations internationales sont des rapports de force, du dominant au dominé, et que tu dois à tout prix développer ta puissance militaire parce que ton allié d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi de demain. Paradoxalement, les réalistes ne sont pas spécialement interventionnistes, puisque c'est Francis Fukuyama qui va appeler notamment à la guerre en Irak. On a vu ce que ça a donné. Donc maintenant qu'on a vu les deux différences un petit peu de doctrine entre ces deux ouvrages, on va analyser le choc des civilisations. Alors, Huntington, il commence son ouvrage de suite par te dire que c'est impossible qu'il y ait un universalisme occidental. Qu'est-ce que c'est l'universalisme? C'est l'idée que l'humanité puisse s'harmoniser autour d'une valeur ou d'une gouvernance un petit peu commune. C'était l'idée de Grotius et de Kant dans le traité de paix perpétuelle. Et il estime, Huntington, que pour qu'il y ait universalisme, il faut plusieurs facteurs. Tout d'abord une langue commune, une religion commune et un logiciel de valeurs commun. Et il dit que l'Occident ne peut plus s'assurer l'universalisme, que c'est impossible. Pourquoi? Si on prend la langue, on se rend compte qu'on devrait prendre logiquement l'anglais, malheureusement. Et il dit que l'anglais est talonné notamment par le mandarin. Et le mandarin est même plus pratiqué sur Internet. Donc, il n'y a pas de possibilité d'instaurer un universalisme occidental sans l'anglais. On est d'accord. De deux, il avance le fait que d'un point de vue religieux, l'Occident est teinté de christianisme. Mais que ce christianisme est divisé entre les protestants, les catholiques et orthodoxes. Donc de ce fait, il n'y a pas d'universalisme chrétien. Et il avance aussi le fait qu'il y a d'autres religions qui commencent à monter dans de nombreuses sociétés, notamment l'islam. Et il dit que l'islam est l'une des seules religions qui pourrait revêtir ce caractère universel, notamment parce que démographiquement, elle va en fait gagner en croyant automatiquement. Il dit sur l'islam, je cite, « Les musulmans en grand nombre se tournent dans le même temps vers l'islam comme source d'identité, de sens, de stabilité, de légitimité, de développement, de puissance et d'espoir. » Donc, pas de religion commune. Et enfin, pour ce qui est du logiciel de valeur, Huntington part de l'idée que les Occidentaux ont trop voulu imposer un logiciel de valeur qui était le leur aux autres civilisations. Par exemple, les droits de l'homme. Quand tu vas voir un Chinois et que tu lui parles des droits de l'homme, il va te parler chinois, donc ça sert à rien. Et qu'on a voulu longtemps imposer cela par la force, ce qui a attisé la haine de d'autres blocs civilisationnels. Mais on va y revenir après. Huntington avance également que aujourd'hui, l'Occident est en plein déclin. Il cite « L'Occident est et restera des années encore la civilisation la plus puissante.
Cependant, sa puissance relative par rapport aux autres civilisations décline. Tandis qu'il essaie de réaffirmer ses valeurs et de défendre ses intérêts, les sociétés non occidentales sont confrontées à un choix. Certaines tentent d'imiter l'Occident, d'autres, confucéennes ou musulmanes, s'efforcent d'étendre leur puissance militaire et économique pour résister à l'Occident et trouver un équilibre avec lui. Donc en fait, l'Occident, pour Huntington, a longtemps été en position hégémonique dans de nombreux secteurs. Le monde financier, les routes maritimes et aériennes, la technologie, l'art, la puissance militaire, etc., etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit la montée en puissance d'une part de la Chine, mais aussi du monde musulman qui s'est développé grandement économiquement. Huntington estime que donc, dans la plupart des domaines, aujourd'hui, on est dépassé, voire surpassé, ou qu'on est en grande difficulté, notamment à cause de la Chine. Huntington, il se rapproche en soi de la théorie de Alison Graham, qui est celle du piège de Thucydide. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'en fait, quand une nation arrive en position hégémonique d'hyperpuissance, il y en a une autre qui essaye de la doubler, et dans la plupart des cas, ça aboutit à une guerre. Il y a l'exemple de Sparte et Athènes, de la France et de la Prusse, etc., etc. Donc là, on est dans une situation où c'est l'hyperpuissance américaine en déclin face à la montée en puissance de la Chine. Et donc, un choc est possible, parce que oui, pour Huntington, le monde est divisé en plusieurs blocs civilisationnels. L'Occident, qui comprend une partie de l'Europe ainsi que les États-Unis, Canada et l'Australie. Le bloc latino-américain, la vida loca, l'Amérique du Sud, quoi. Le bloc orthodoxe, la Russie plus les anciennes frontières de l'URSS. Le bloc islamique, donc qui comprend toute la partie nord-africaine, le Proche et Moyen-Orient. Le bloc africain, donc l'Afrique noire en quelque sorte, la partie hindouiste, la civilisation chinoise et japonaise. Il avance quand même le fait qu'il n'y a pas pour lui de civilisation hébraïque ou juive. C'est pas assez pour lui fort. Donc, toujours est-il que ces blocs ont chacun des valeurs communes, une religion, etc., etc. Alors là, on peut émettre des critiques envers Huntington. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une volonté de simplification un peu. Puisque, par exemple, si on analyse le bloc islamique, on se rend compte que, depuis la mort du prophète Mahomet, il y a une scission entre sunnites et chiites. Et ils se foutent bien sur la gueule. Ensuite, on a, dans le bloc orthodoxe, des grandes tensions entre des anciens États du bloc soviétique et la Russie d'aujourd'hui. Même, il met l'Occident dans le même panier avec les États-Unis, l'Australie et l'Europe, mais on se rend compte qu'il y a des langues qui diffèrent, des logiciels de valeurs différents, et également des religions différentes, même si c'est le christianisme. Alors, pour Huntington, tous ces blocs civilisationnels ont des relations, c'est pas hermétique. Mais il y a deux types de relations. Soit certaines sont faites pour être un peu plus proches, mais d'autres sont faites pour être vraiment antagonistes. Et il estime qu'aujourd'hui on va vers le schéma suivant, l'Occident, donc le bloc occidental, contre le bloc islamique et chinois. Ces deux en effet pour lui se rapprochent, on l'a vu récemment notamment par le fait que la Chine a critiqué ouvertement la politique de la France pendant la guerre d'Algérie, ou encore on a vu le monde musulman s'embraser suite aux publications de Mahomet, certains appelant à détruire la France, etc. On l'a vu ces derniers mois. Bref, on voit que les frictions sont là. Pour Huntington, en fait, cela s'explique par plusieurs façons. Tout d'abord, le fait que ça agace certains blocs que l'on soit en position hégémonique. Ça peut être aussi donc des différends culturels, des différends religieux, on l'a vu avec Charlie Hebdo, des différends d'ordre de frontières, frontaliers, des différends liés à l'économie, etc., etc. Tout ça qui crée des frictions. Huntington dit, je cite, « Cependant, certaines relations intercivilisationnelles porteront plus au conflit que d'autres. Au niveau régional, les lignes de partage les plus violentes opposent l'islam à ses voisins orthodoxes, hindous, africains et chrétiens d'Occident. Au niveau planétaire, c'est la division prépondérante entre Occident et le reste du monde. » Donc, en gros, on est un petit peu dans la merde. Mais Huntington, il part du principe qu'il y a déjà eu, en fait, des chocs de civilisation à petite échelle. Tout d'abord, entre 1979 et 89, avec l'URSS qui a envahi l'Afghanistan. Et il dit que cette guerre repose sur un paradoxe, c'est le fait que les États-Unis ont armé et financé des Moudjahidines, ce qui a été une erreur fatale, puisque ça a causé en fait des attentats du 11 septembre par effet domino. Et qu'en fait, à ce moment-là, ils auraient mieux fait de normalement soutenir le bloc orthodoxe, car ils partageaient quand même une valeur commune qui était le christianisme. Pareil, il souligne aussi le fait qu'il y a eu un autre événement civilisationnel qui est la guerre du Golfe, et notamment l'opération Tempête du désert, où on a vu des États qui normalement font partie du bloc musulman venir dans la coalition occidentale. Et il pense qu'il va y en avoir d'autres. Néanmoins, Huntington, il n'est pas non plus ultra pessimiste et il pense qu'il y a des solutions, et elles sont nombreuses.
Tout d'abord, c'est de réformer l'OTAN, de faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux et fort, et en intégrant des anciens États du bloc soviétique. Il veut également que le bloc occidental se rapproche grandement du bloc orthodoxe et reconnaisse la Russie comme étant l'État phare de cette région. Il veut également que l'Occident se rapproche des États latino-américains. C'est ce qui a été fait un petit peu sous la politique de Trump avec Bolsonaro. Huntington veut également qu'on se rapproche du bloc japonais, qui connaît des tensions avec la Chine et qui va devoir faire un choix dans les prochaines décennies de savoir s'il s'allie au bloc occidental ou chinois. Il y a aussi le fait de maintenir notre avance à la fois militaire et économique sur les autres blocs et d'empêcher par tous les moyens que eux se développent. Et surtout, la règle majeure pour Huntington, c'est d'arrêter des interventions dans des guerres inutiles, coûteuses en hommes, en armes et en matériel, et qui n'apportent rien à part déstabiliser des régions. Donc ça, c'est pour l'Irak. Fukuyama, c'est ta petite dédicace. Pourquoi? Parce que la mort de Saddam Hussein a entraîné une dislocation de l'Irak et la montée en puissance de groupes comme Al-Qaïda, avec les hommes de Zarqawi, etc. Et le fait que le terrorisme islamique a gagné en violence, un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de son ouvrage? En réalité, Huntington a été visionnaire et lui-même regrette d'avoir eu raison trop tôt, puisque les attentats du 11 septembre ont validé sa théorie, et il le regrette profondément. Alors, on peut dire que oui, il y a des erreurs de simplification, etc. Et aujourd'hui, certains critiquent ouvertement ces petites erreurs pour cacher quand même le fait que Huntington avait raison sur bon nombre de ses idées. Ainsi, il nous lance un avertissement, et plus particulièrement à la France, avec des lignes un petit peu glaçantes que je vais vous lire, et tu vas un petit peu en retirer toute la substantifique moelle. C'est un avertissement. Huntington nous dit « La France tout particulièrement a connu un effondrement civilisationnel éclair, dont personne, pas même Fernand Braudel, mort en 85, ne semble avoir compris la portée dramatique. Cette nation qui a été pendant 1000 ans le fer de lance intellectuel de la civilisation occidentale bascule à la charnière des années 70-80. En moins de 2 générations, on assiste à une explosion de l'illettrisme, de la criminalité de droit commun, de la corruption politique et un remaniement à grande échelle de sa population qui la destitue comme nation historique d'Europe occidentale. Les Français, paradoxalement, refusent de considérer objectivement leur situation et semblent vouloir s'installer dans le déni jusqu'à ce que mort s'en suive. L'avenir se fera manifestement sans eux. » Sauf que Huntington, ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est l'arrivée des barons, de la nouvelle génération des barons. On est là, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, commenter, partager. J'espère que ces vidéos de géopolitique te plaisent. Moi en tout cas j'adore les faire et je pense que ça va te donner un bagage culturel encore plus fort. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao baron.